Bonsoir, vous êtes sur RFI Roumanie et vous écoutez le micro du soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Vague, ambassadrice de France auprès de la République de Moldavie depuis septembre 2024, qui va nous parler depuis Chisinau, donc capitale de cette République de Moldavie. À la fin de l'année dernière, j'avais eu l'occasion de l'interroger une première fois pour RFI Roumanie dans les bureaux de l'ambassade à Chisinau. Avant la Moldavie, Dominique Vague fut chef de mission au Monténégro pour l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de 2021 à 2024. Diplomate de carrière, elle fut également sous-directrice de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique au ministère français des Affaires européennes et étrangères. J'y suis arrivé. Numéro 2 à l'ambassade de France en Bulgarie, consul général à Alexandrie en Égypte ou encore conseillère politique dans les ambassades de France en Algérie et en Tunisie. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent. Merci à vous d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Alors, lors de notre premier échange, il y a environ 6 mois, vous me disiez que votre rôle principal était, je vous cite, de mettre en contact les gens dans différents domaines et de tisser des liens entre les institutions. Cela va faire bientôt 2 ans que vous êtes ambassadrice de France auprès de la République de Moldavie. Quel premier bilan dressez-vous de vos actions et quels sont les domaines où ces mises en contact, ces liens ont été, selon vous, les plus fructueux ? Eh bien, écoutez, d'abord, c'est un travail d'équipe, hein. C'est le travail d'équipe de l'ambassade et de ses différents services. Et c'est vrai que nous mettons beaucoup d'administration et de personnel en relation. Mais je pense que le plus important à souligner ici, c'est d'abord la candidature de la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne, qui explique que la Moldavie a une feuille de route avec un certain nombre de réformes à conduire. Et c'est dans ces différents domaines de priorité que l'ambassade intervient elle aussi prioritairement, précisément pour ces mises en relation et pour démarrer ces coopérations, comme vous l'avez mentionné. Alors, ce que je peux peut-être vous dire, c'est que ces derniers mois, nous avons travaillé principalement dans le domaine de la justice et dans le domaine de la sécurité intérieure. Dans le domaine de la justice, justement, nous avons contribué à la mise en relation de l'École nationale de la magistrature française, l'École nationale de la magistrature qui est située à Bordeaux, avec ici l'Institut national de justice de Chisinau, ce qui a débouché sur un accord de coopération. Et puis dernièrement, nous avons reçu la visite du directeur général de la gendarmerie nationale, le général Hubert Bonneau, qui a été reçu par la ministre de l'Intérieur et qui, lui, a rencontré ses vis-à-vis aussi bien les carabinieri moldaves, qui sont l'équivalent ou presque de la gendarmerie française, et puis le directeur général de la police moldave. Alors, je mentionne ces secteurs parce que ce sont les secteurs des fondamentaux, donc c'est dans ces domaines que fondamentalement nous serons amenés à coopérer et justement que l'ambassade sera amenée à mettre en lien les administrations moldaves et les administrations françaises dans les mois qui viennent, puisque c'est vraiment dans ces secteurs qu'on attend le plus de progrès effectifs, de réformes non seulement adoptées mais mises en œuvre par la Moldavie. Mais puisque vous avez cité mon curriculum vitae, je dois aussi revenir sur le travail que nous avons fait dans le domaine de la coopération universitaire qui m'est particulièrement cher, comme vous l'avez mentionné, puisque c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé dans les années passées. Et là aussi, peut-être que j'en avais parlé la dernière fois, mais nous avons mis en relation des universités moldaves et des universités françaises, ou plus exactement, nous avons demandé à notre opérateur, l'Alliance française de Moldavie, de faire cette mise en relation et de démarrer ou d'amorcer ces projets. Nous apportons les financements et l'Alliance française travaille sur ces mises en relation, sur ces liens. Et je pense que c'est un projet très conclusif et qui a donné de très bons résultats,
Nous allons d'ailleurs faire le point très prochainement avec le ministère moldave de l'Éducation, puisqu'on a vraiment lancé, amorcé de nouvelles relations entre des universités françaises et moldaves. Donc ça, c'est typiquement ce travail de mise en relation sur lequel vous m'interrogez. Et puis nous attendons aussi, alors là aussi ce sera vraiment une mise en relation, nous attendons des maires français, un groupe de maires français qui nous a fait signe et qui a l'habitude de venir assez régulièrement en Moldavie. Et là, nous les mettrons en relation avec des maires moldaves. Je pense que cette visite devrait se faire à l'automne. Pour l'instant, elle est simplement en préparation. Mais je la vois comme très utile parce qu'il sera utile que les maires de part et d'autre puissent un peu confronter, parler de leurs bonnes pratiques, confronter leurs problèmes, parler des solutions qu'ils peuvent trouver. Là, il s'agit plutôt de parler ensemble de la qualité des services publics des différentes municipalités, comment une municipalité peut améliorer son travail avec le secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé. Voilà, donc un autre travail de mise en relation. Et si vous me permettez aussi un dernier point, allez-y. Je souhaite ajouter que nous sommes aussi actifs dans le secteur économique, bien sûr. Et la Moldavie, d'ailleurs, attend et travaille pour booster sa croissance économique. Et les entreprises françaises ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Excusez-moi, je vous coupe. Il y a une chambre Oui. franco-roumaine, une chambre de commerce franco-roumaine à Chișinău? Alors franco-moldave. Franco-moldave, Oui. excusez-moi. Franco-moldave, excusez-moi. Oui, bien sûr, une chambre de commerce et d'industrie franco-moldave, qui a d'ailleurs travaillé avec nous à la préparation de la visite récente du vice-premier ministre moldave en charge des infrastructures qui s'est rendu à Paris la semaine dernière. Donc, autant la Chambre de commerce franco-moldave a mis en relation les partenaires moldaves avec les entreprises françaises, autant le rôle de l'ambassade était de préparer la venue du vice-premier ministre Vladimir Bolea au ministère français de l'économie et des finances et de préparer son entretien avec le directeur général du Trésor. Voilà, je suis un peu technique, mais je rappelle aussi la visite d'une douzaine d'entreprises françaises mi-mars en Moldavie, visite préparée par l'opérateur Business France. Je le mentionne parce que nous souhaitons que nos entreprises soient plus présentes et viennent plus souvent prospecter le marché moldave et regarder quel intérêt elles peuvent trouver à investir ici en Moldavie. Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure pendant l'interview, mais évidemment c'est un sujet aussi qui tient à cœur à cette ambassade. Très bien. Non, c'est très bien d'avoir rappelé tout ça parce que RFI Roumanie, qui est diffusé également à Chișinău, nous intéressons beaucoup au pays où vous vous trouvez. Alors, c'est un pays qui, comme la Roumanie, est soumis à la pression de la guerre en Ukraine. Nous l'avons vu récemment avec ce drone, il y a quelques semaines, avec ce drone qui s'est écrasé sur un immeuble d'habitation à Galați, ville roumaine située à moins de 20 km de la frontière avec la République de Moldavie. Alors, comment cet incident a-t-il été vécu à Chișinău? L'ambassade est à un niveau d'alerte particulier par rapport à d'autres ambassades de la région? Votre ambassade? Eh bien, écoutez, oui, ce drone qui est tombé à Galați, malheureusement, en faisant deux blessés, nous rappelle que la guerre est juste dans le pays voisin. D'ailleurs, plusieurs drones sont tombés en Moldavie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, ou alors il y a des survols qui arrivent de temps à autre. Et ceci vient nous rappeler que la Russie, en agressant l'Ukraine, fait peser aussi une menace et, ma foi, beaucoup de problèmes d'ennui et de risques sur les pays voisins, et qu'il serait grand temps qu'elle cesse cette agression et aussi qu'elle cesse les survols de ces drones, parce que quand un drone russe survole de bout en bout le territoire moldave, c'est une atteinte à la souveraineté moldave. J'en profite d'ailleurs, puisque vous me donnez la parole, pour rendre hommage une fois de plus à l'Ukraine dans sa résistance, mais aussi rendre hommage à cette capacité ukrainienne d'innovation et à cette intelligence collective qu'ont eu les Ukrainiens pour augmenter leur capacité en matière d'armement. Et
l'Europe entière, en observant ces drones survoler l'Ukraine et de temps à autre pénétrer le territoire européen, va se préparer et travaille actuellement et se prépare pour mieux observer son espace aérien et se protéger contre ces incursions de drones. Alors, il y a cette... En ce qui Oui, concerne... pardon, allez-y. Pardon, je voudrais juste ajouter qu'en Oui. ce qui concerne l'ambassade, mais en fait c'est en ce qui concerne tout le territoire moldave, nonobstant ces affaires de drones, le territoire moldave est sûr. La Moldavie est vraiment un pays vraiment un pays sûr. Donc votre ambassade n'est pas soumise à voilà, des normes de sécurité particulières. Non, nous avons les normes de sécurité de toutes les ambassades des pays voisins, donc nous sommes préparés à toutes les éventualités, mais il n'y a rien de particulier. D'accord. Tout est mentionné dans les conseils aux voyageurs qui valent pour tous. D'accord. Alors il y a la pression de la guerre et la pression russe. Quand on est à Chisinau, on se rend compte que ne serait-ce que la langue russe est toujours très présente. Hein. Quand on marche dans la rue, on entend du russe, du roumain. Mais d'un autre côté, on sent notamment une présidente moldave, Maia Sandu, qui se bat avec les armes qu'elle a pour justement contrer cette pression qui est notamment sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc. Vous, sur les 2 ans de votre mandat à Chisinau, comment vous avez ressenti cette pression? Est-ce que les autorités moldaves, semble-t-il, arrivent à la contrer? On le voit vu les résultats des récentes élections. Mais cette pression est-elle toujours aussi forte? Est-elle en train de diminuer? Comment vous la percevez? Eh bien, c'est une pression qui est permanente, qu'on a surtout observée pendant le dernier cycle électoral, pendant les dernières élections qui se sont tenues en Moldavie, un référendum, une élection présidentielle et ensuite, près d'1 an plus tard, les élections parlementaires. Comme vous dites, ce sont des pressions, des ingérences qui sont visibles dans différents domaines. Alors pendant les élections, on a vu des réseaux d'achat de voix, etc., beaucoup de désinformation, j'y reviendrai, mais il y a aussi les attaques cyber qui peuvent être intenses à certains moments et cibler certaines institutions. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est surtout la désinformation qui est très importante sur certains médias ou médias en ligne ou sur certains réseaux sociaux, et c'est une désinformation vraiment sans honte qui n'hésite pas à recourir aux mensonges. Donc typiquement, on va essayer de faire passer l'Union européenne pour l'agresseur. Donc si vous voulez, l'Union européenne c'est la guerre. Voilà, ça c'est typique de la désinformation russe, alors qu'on sait bien que depuis le 9 mai 50, depuis la déclaration de Robert Schuman, il n'y a plus de conflit entre les pays européens qui ont peu à peu intégré l'Union européenne et qui sont devenus des partenaires dans cette union, et que l'Union européenne n'a jamais agressé personne. Voilà, donc c'est un exemple de mensonge. C'est aussi une ingérence russe qui vise à diviser la société moldave parce que c'est une société plurilingue, comme vous l'avez dit, plurilingue, diverses, comme la plupart des sociétés d'ailleurs des États membres de l'Union européenne. Il existe une diversité que nous respectons, ne serait-ce que ici linguistique, et la Russie essaye d'en tirer parti, mais elle mène aussi des actions. À certains égards, oui, dans la mesure où des auditeurs ou des téléspectateurs ou des lecteurs de ces différents médias manqueraient d'esprit critique peut-être, ou se laisseraient un peu tromper par cette désinformation. Vous l'avez vu, en France, il y a aussi eu des actions
de terrain, si je puis dire, avec ces affaires de main rouge, de tête de cochon, etc. Mmh. Et c'est vrai que les médias, quand ils ont vu ça, ont immédiatement rapporté la nouvelle. Et puis ensuite, assez rapidement, on devient un petit peu incrédule, si vous voulez. Plus ça se répète, moins on y croit. Et je pense que les citoyens moldaves, eux aussi, ils ont appris avec le temps à démêler le vrai du faux. Et ils sont de moins en moins crédules et ils suivent de moins en moins cette désinformation massive, qu'elle soit médiatique ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que plus la Russie en fait, plus elle perd la Moldavie en réalité, parce que les citoyens moldaves réagissent aussi en citoyens qui aiment leur pays et qui n'ont pas envie d'avoir à subir ces ingérences et ces pressions externes. Et puis on sent, quand j'étais récemment à Chisinau, que le gouvernement actuel et encore une fois la précédente font tout pour que notamment la langue roumaine, non pas prédomine, mais ne soit pas du tout éclipsée par rapport à l'héritage russe, on va dire. Oui, mais ça, c'est un peu différent. Je dirais que c'est un peu normal pour un pays d'avoir une langue officielle et de faire en sorte que les citoyens connaissent cette langue officielle et l'apprennent à l'école un peu partout. Bon, cela dit, la Moldavie respecte aussi les minorités qui parlent Mhm. d'autres langues et qui peuvent s'adresser à leur administration dans d'autres langues. Mhm. On va rester sur les médias. Il y a des médias d'investigation comme Q-Sense ou bien Ziarul de Garda qui s'efforcent de mettre au jour les cas de corruption, hein, ou des ONG qui luttent pour les droits civiques. Hein. La justice est un point crucial, comme vous le disiez au début. Grâce au gouvernement actuel, on va dire, et je suppose qu'ils sont plutôt libres d'agir, est-ce que vous sentez que leur action, alors j'en ai cité deux, mais il y en a peut-être d'autres, des médias d'investigation, et a un poids significatif en Roumanie? Je cite l'exemple de Recorder, hein, qui est un média d'investigation qui a énormément de poids, qui fait que des manifestations ont lieu, que des politiques tombent éventuellement. Est-ce que vous sentez que ce poids est significatif des médias d'investigation en Moldavie? Eh bien, vous avez aussi en Moldavie de bons médias d'investigation, une société civile aussi qui est active. Et cet écosystème, si vous voulez, médiatique et de la société civile joue un rôle très important dans toutes les démocraties, un rôle de défense en réalité des institutions. Donc sur le moyen terme et le long terme, il est absolument essentiel, et je pense que c'est le sens de votre question, d'avoir ce type de médias courageux, qui rétablissent les faits, qui font des enquêtes éventuellement désagréables, et d'avoir aussi cette société civile qui, comme je dis souvent, apporte un soutien critique, hein, parce qu'il s'agit de soutenir, mais aussi oui, d'apporter ce soutien critique et de pouvoir faire des commentaires sur les décisions du gouvernement. Mais je pense que alors d'abord, les uns et les autres sont absolument libres en Moldavie, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que le gouvernement accorde de plus en plus de place à la société civile. Alors ça, on le voit au moment de la rédaction et de l'adoption des projets de loi, c'est-à-dire au moment des consultations publiques. La société civile, à ce moment-là, peut et est invitée et est encouragée à donner son avis sur les différentes réformes. Et vous savez que la Moldavie, actuellement, pour se préparer à l'adhésion à l'Union européenne, fait un effort colossal d'adoption de réformes et de travail dans le domaine législatif et réglementaire. Et la société civile est invitée, alors souvent un peu rapidement, à donner aussi son avis sur ces différents projets. Il sera absolument essentiel que les médias et la société civile conservent ce rôle et se renforcent. Vous avez tout à fait raison. J'ai noté que la Moldavie avait fait des progrès en ce qui concerne la liberté de la presse. Alors, encore très récemment, dans les tout derniers classements de Reporters sans frontières, c'est lié aussi bien à l'action du gouvernement qu'à l'action des médias eux-mêmes et des journalistes eux-mêmes, auxquels je tiens d'ailleurs aussi à rendre hommage. Et j'aimerais ajouter d'ailleurs que dans le contexte
du renforcement ou de l'explosion, disons, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme vous y êtes vous-même confronté, à RFI, il sera très important de préserver ces médias, de préserver le modèle économique de ces médias, parce qu'ils ont un rôle absolument essentiel à jouer d'information et de vérification de l'information et de qualité de l'information dans un cadre démocratique. Et puis aussi, c'était peut-être à ça que vous faisiez référence, pour protéger les médias, eh bien, il est aussi important que la loi les protège des procédures bâillons, etc., et de tout ce qui pourrait viser à faire taire des journalistes qui, encore une fois, représentent, vous avez raison, un contre-pouvoir important vis-à-vis du pouvoir politique ou du pouvoir économique, ils ont les uns et les autres un vrai rôle à jouer. Ce que vous dites corrobore les propos de Lyuba Shevchuk, l'une des cofondatrices de Cousens que j'avais interviewée et qui me disait comment leur action était cruciale, mais qu'ils avaient besoin de davantage de visibilité à moyen, long terme. Et c'est vrai que c'est une situation qui est compliquée pour certains de ces médias. Alors, ici en Roumanie, semble-t-il, Recorder se porte très bien. Donc, c'est un message d'espoir aussi pour eux. J'ai juste une petite question qui me vient à l'esprit quand vous parlez d'intégration européenne. La Moldavie est couplée avec l'Ukraine dans cette intégration. Comment les Moldaves le vivent? Est-ce que la sortie de la présidence Maia Sandu, qui a dit récemment que pourquoi pas envisager une assimilation de la Moldavie avec la Roumanie, précisément pour sortir non pas de cette impasse, mais bon, un peu d'un dilemme. D'un côté, on avance au niveau de l'intégration européenne, et puis de l'autre côté, on n'entrera qu'avec l'Ukraine. En quelques mots, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en avez pensé ? Bien, en ce qui concerne l'intégration européenne de la Moldavie, elle a été beaucoup en discussion ces derniers jours à Bruxelles, avec l'ouverture des négociations sur le bloc des fondamentaux, justement, l'ouverture des négociations entre l'Union européenne et la Moldavie. Ouverture également des négociations avec l'Ukraine. Ce que j'en comprends maintenant, au point où nous en sommes, c'est que la Moldavie sera évaluée sur ses mérites propres. Et ça a été la règle pour ces derniers élargissements, et ça l'est plus encore maintenant. Ça a été répété dans le cadre de ces nouvelles procédures d'élargissement qui avaient été revues il y a quelques années, d'ailleurs à la demande de la France. Donc la Moldavie sera absolument évaluée maintenant dans tous les domaines et dans tous les champs de réforme au mérite. Donc ça, je crois que c'est clair, et que la Moldavie peut absolument avancer, si vous voulez, il n'y a pas de lien maintenant à faire directement avec l'Ukraine. La Moldavie peut avancer sur dans ces différents domaines de réforme. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais bien que l'on se penche à nouveau sur votre parcours. Lors de notre première conversation, j'y reviens, vous me disiez que la guerre en Yougoslavie et dans les années 90, donc, et la fin de la guerre froide avait notamment influencé votre décision de devenir diplomate. Vous voyez, je n'ai pas la mémoire courte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive ? Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Eh bien, écoutez, ce qui me motive, c'est toujours la même chose. C'est toujours cette diplomatie qui est en fait d'animer, de promouvoir, enfin, de mener ce dialogue entre États partenaires ou parfois adversaires, mais en tout cas, c'est ça qui est motivant, c'est de pouvoir mener ce dialogue et souvent mener cette coopération entre États. C'est absolument fondamental sur notre continent, et puisque vous me posez, c'est une question qui est un peu personnelle en réalité, je dirais que ça me motive toujours aujourd'hui, parce que je suis née en France, mais dans une région qui est frontalière de l'Allemagne et du Luxembourg, et j'ai un grand-père qui est germanophone. Donc dans ma famille, tout particulièrement, la construction de l'Union européenne a eu un grand sens, puisque nous savons très bien ce que veulent dire la guerre et la paix sur le continent. Et donc la construction de l'Union européenne a eu un grand sens pour nous, et j'y tiens toujours beaucoup. Et je suis persuadée que la Moldavie, elle aussi, ancrée dans l'Union européenne, sera tout aussi prospère et stable que les États qui l'ont précédée, et qu'elle apportera elle aussi sa pierre à l'édifice
pour la paix et la stabilité sur ce continent. Très bien, Madame l'ambassadrice, une dernière question légère. Vous allez nous parler, si vous le voulez bien, de Chisinau, de votre Chisinau. Il y a 6 mois, encore une fois, nous étions en plein hiver et on ne pouvait pas remarquer que la ville était très verte, comme vous l'avez alors qualifiée. Elle est aussi, je vous cite à nouveau, très amicale et charmante. Quoi d'autre? Alors maintenant, elle est effectivement très verte, j'imagine. Comment l'aimez-vous et quelles sont les améliorations qu'on pourrait lui apporter? Oui, d'ailleurs, nous avons eu la visite la semaine passée de sénateurs français qui venaient pour la première fois à Chisinau et qui ont été vraiment transportés, qui ont beaucoup aimé cette ville, justement parce qu'elle est très verte et très fleurie à cette saison. Mais ils ont aussi bien vu, en tout cas ce que moi j'aime tout particulièrement à Chisinau, ce sont les façades anciennes de la ville, même les façades d'ailleurs de style soviétique, j'aime bien aussi. En tout cas, il y a une architecture originale à Chisinau qui représente un vrai potentiel pour cette ville, qui mérite d'être restaurée et mise en valeur. Et je suis contente d'ailleurs que la France y contribue et promis à la Moldavie d'apporter son expertise pour la restauration de 2 villas du centre-ville, les villas Herza et Klingman, qui à mon sens sont les plus belles, donc je suis heureuse que la France y travaille. D'accord. Voilà, en tout cas une architecture très originale qui mérite d'être découverte et qui représente un beau potentiel, même si la ville a aussi ses travers, qu'il y a beaucoup de bouchons, qu'il faudrait améliorer les transports publics, on le voit chaque matin et chaque après-midi. Voilà, donc ça aussi, ça peut être un champ d'action et de travail et de coopération. Et puis c'est une ville qui doit aussi s'adapter au changement climatique, qui mérite des projets et un travail, éventuellement une coopération aussi entre des villes françaises et la capitale de la Moldavie. Voilà, en tout cas une ville, Chisinau, où il fait bon vivre, où donc je vous invite tous à venir. Ben, vous faites bien de le dire parce que figurez-vous que je rencontre peu de Roumains qui auront visité la ville alors qu'ils seront allés un petit peu partout en Europe. Donc ça reste une ville à découvrir, notamment depuis la Roumanie. Madame l'ambassadrice, merci infiniment de vous être prêtée à l'exercice de la radio. Ça a été un vrai plaisir. Bonne continuation dans votre mission et peut-être aurons-nous l'occasion de refaire le point un peu plus tard. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonne fin de soirée. Merci Madame l'ambassadrice. Chères auditrices, chers auditeurs, et notamment les auditrices et auditeurs de Chisinau, nous vous souhaitons un très agréable week-end et à bientôt, Week-end Placoute. Au revoir.